Ils ont faim. Connaissez-vous l'odeur d'un sol non labouré ? Le goût du pain issu d'une semence paysanne ? Savez-vous que le maraîchage bio-intensif peut produire à surface équivalente 5 fois plus qu'une exploitation conventionnelle ? Je suis Alice Roy et chaque mois, je vous emmène à la rencontre de ces agricultrices et agriculteurs qui repensent leurs pratiques pour remettre de la vie dans les sols et ouvrir la voie à une agriculture nourricière et régénératrice. Des reportages en immersion, partout en France, enrichis par le regard de chercheurs pour comprendre et penser une autre agriculture. Une autre agriculture. Un podcast Château Cheval Blanc. Qu'est-ce qu'on fait, on les appelle ? Allez les cochons ! Allez porc ! Allez porc ! Épisode 2, tout est bon dans le cochon. Nous, on est dans une démarche de respect de la nature et de notre environnement et de nos terres et d'être à l'équilibre en fait un maximum avec ce qu'on peut prendre à la terre et ce qu'on lui rend. Et puis, on a pensé aux cochons. Avec Charlotte et Marie-Pascale Bury, mère et fille, éleveuses de brebis et de porcs noirs au domaine du Fromental. Quand on parle des services que rend l'élevage au territoire, il y a des services qui sont rendus en termes de biodiversité, en termes d'ouverture des milieux. Et Fabien Stark, chargé de recherche sur la conception de systèmes d'élevage innovants dans les territoires pastoraux méditerranéens à l'INRAE. Direction Villardonnel, à 25 minutes de Carcassonne, dans le département de l'Aude. Et on est au mois de décembre, le vent souffle fort et pousse la bruine à l'horizontale du sol. Un temps de cochon et ce n'est rien de le dire. Alors je rejoins Charlotte et Marie-Pascale qui sont en train de s'équiper avant d'aller prendre soin de leurs animaux. Je mets un pantalon de pluie parce que en 5 minutes on est trempé. Donc ça m'évitera d'avoir froid et de tomber malade après. Vu qu'il faut quand même être tous les jours en forme pour nourrir les animaux, même quand on est malade. Donc si on peut éviter d'être malade pour nourrir, c'est quand même mieux. Mais là on est 2 sur la ferme. On a 70 hectares, on a à peu près 300 animaux. On fait la découpe et la vente, le marketing, faire du commerce. La comptabilité. Eh oui, donc ça fait beaucoup. La mécanique, la peinture, la plomberie, l'électricité, Les clôtures. le débroussaillage, le bois. Oui, on se chauffe au bois, donc on coupe du bois pour pouvoir chauffer. Des fois on dort. De temps en temps, mais pas beaucoup. On dort toutes les deux à peu près 5 heures par nuit. On n'est pas des grosses dormeuses, mais bon quand même. Et le fait d'être 2 femmes, mère et fille. Ah ben ça, les gens, des fois ils sont un peu étonnés. C'est une grande chance. On est à Villardonnel, dans l'Aude. On est à 280 mètres d'altitude. Chez nous, c'est la garrigue. C'est des terres argilo-calcaires avec un pH très élevé à 8,5. Beaucoup de cailloux. Et donc on est dans un petit vallon qui donne sur le sud, avec au fond, en fait, le domaine fait 70 hectares et descend jusqu'en bas à la rivière ou au ruisseau qui est sec 8 mois par an au moins. Et puis au fond, on aperçoit les vignes du voisin. Et en fait, tous les éleveurs, tous les paysans autour sont en bio. Donc on a la chance d'être vraiment dans un secteur très préservé au niveau naturel. Puis on voit il y a plein de haies aussi. Donc on a un bois sur notre gauche où il y a des cochons qui sont réfugiés avec ce sale temps. On voit pas. Et non, ils dorment, ils font la sieste dans leur petite cabane, voilà, dehors. Et puis on a un autre bois à notre droite où il y a d'autres cochons. On les voit les gros à côté dans les arbres là. Et ça c'est des cochons qui ont 1 an. Et ils font à peu près 200 kilos. Et là, ils se baladent entre les chênes verts. Et ils cherchent à manger quelque chose. Ils s'occupent un peu. Ils ont dû bien digérer du coup le repas du matin. Et là, ils font quand même un peu d'exercice malgré le mauvais temps. Alors Fabien Stark, vous êtes spécialisé dans l'élevage. Alors déjà, c'est quoi l'élevage ? L'élevage, finalement, c'est la capacité qu'ont les agriculteurs à produire des denrées alimentaires issues de l'élevage,
Donc qu'il s'agisse de la viande, des œufs, des produits laitiers, à partir des ressources naturelles de nos milieux agricoles. Le modèle historique français, c'était des petites exploitations en polyculture élevage. C'est des exploitations qui étaient plutôt autonomes, qui avaient une diversité de production animale. Donc il y avait une production porcine, une basse-cour avec de la volaille, quelques bovins, viande, donc des vaches allaitantes, et une production laitière, et qui produisaient une diversité de production végétale qui était en capacité de nourrir leurs troupeaux. Donc des céréales qui pouvaient être distribuées aux animaux, mais aussi des pâtures qui permettaient justement aux ruminants de pâturer sur ces terres-là. Et c'est exactement ce que font Charlotte et sa mère, produire des céréales et élever des animaux. Bon, du coup, tu vois, on a un hangar là où on stocke le tracteur, donc à l'abri des intempéries. On a les stocks de son pour les cochons, la paille, le foin, la luzerne pour les brebis et la paille aussi pour les cochons en fait. Et à droite, là, on a quelques chèvres. Et on a 100 brebis, du coup. Et puis, les agneaux qui vont avec, qui sont nés en mai. On a déjà fait 2 abattages depuis. Notamment la semaine dernière, donc pour Noël, pour les fêtes. Et là, on a la bergerie que maman a fait construire en 2010. Voilà. Les animaux, quand même, l'élevage est important aussi pour... produire en fait des céréales, pour produire de l'alimentation humaine, parce que on a besoin de rotation, on a besoin de changer les cultures sur les terres. Et les brebis ou les cochons ou les vaches ou les poules, peu importe l'élevage qu'il y a, s'il est fait de manière raisonnée en fait, il va pas déstabiliser le milieu. Au contraire, il va apporter. Parce que ça nous permet en fait d'avoir un équilibre entre la production végétale et la production animale qui vient consommer donc la production végétale, mais qui vient aussi nourrir la terre. C'est ce qu'on a vu avec les cochons, c'est-à-dire que le fait de les nourrir, eux, ils font des excréments et en fait, ça fertilise la terre qui nous permet d'avoir de meilleurs rendements et de nourrir plus facilement tous les animaux qu'on a sur la ferme. Donc c'est un cercle vertueux. Tu veux qu'on prenne les petites ou les grandes du coup ? Tu prends de la ficelle, il faut prendre un couteau, j'ai pas le mien. Donc l'élevage est capable de produire des denrées alimentaires qui sont nécessaires donc, à notre développement humain. Mais l'élevage aussi rend un ensemble de ce qu'on appelle de services écosystémiques aux hommes. C'est les services qui sont rendus par la nature aux humains. Ça renvoie à cette question de la diversité en fait. C'est-à-dire que les écologues montrent que quand on est dans des espaces qui sont des espaces de type monoculture ou avec une forte spécialisation sur une espèce donnée, on se retrouve finalement avec une perte forte de la biodiversité parce qu'un espace agricole, finalement, c'est un écosystème. Si on se retrouve dans des territoires qui sont avec des monocultures, c'est-à-dire qu'on va mettre en place que des céréales, on va mettre en place que de la vigne, on va mettre en place que de l'élevage hors sol, finalement, on va créer ce qu'on appelle des externalités négatives, c'est-à-dire des impacts négatifs de l'activité agricole sur son environnement. Alors que si on est dans des espaces qui sont diversifiés, où on tente, où on cherche à exploiter les complémentarités entre les espèces, finalement, on va recycler la matière présente et on va diminuer l'impact négatif que pourrait avoir l'activité agricole, qu'elle soit végétale ou animale, sur son environnement. On est passé en 2008 en bio parce que justement, notamment maman, elle trouvait que les terres étaient mortes chez nous. C'est-à-dire qu'il y avait du glyphosate et tout ça, il n'y avait pas un ver de terre, il n'y avait pas une taupe, il n'y avait pas une plante qu'il ne fallait pas qu'il soit là. Et on a depuis 2018, donc 10 ans après le passage en bio, retrouvé une vie, vraiment une vie dans nos terres, dans nos sols, avec des plantes de plus en plus variées. Et nous, on est à côté d'une région polluée, qui est Salsigne, mais bon, on n'est ni dans le courant d'eau, ni dans le vent. Donc nous, on n'est pas pollué, on a fait les tests et tout, et on a une végétation extraordinaire au niveau de la diversité. Il y a plus de 150 variétés dans nos prairies naturelles, il y a plus de 150 variétés de plantes différentes, et on a des champs d'orchidées, quand même, ce qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent. On a des vers de terre, on ne travaille plus les sols avec le labour. On ne retourne plus les terres, on
casse en fait la croûte de sol qui se fait forcément avec la chaleur, l'été et tout ça, mais on vient faire du semis direct. Ça veut dire qu'en fait les graines sont mises dans le sol et on les recouvre juste avec un rouleau packer qui s'appelle, en fait c'est un gros rouleau lourd qui permet d'écraser le sol comme on fait au jardin quand on marche sur les graines. Voilà, on fait la même chose avec un gros rouleau qui passe au-dessus des terres. En fait les graines sont déposées sur le sol qui a été travaillé le plus finement possible, donc de manière superficielle à 5 cm à peu près, pour juste permettre à la graine de germer et de s'insérer dans le sol. Et en fait, on a nos terres qui revivent depuis, on a des récoltes qui sont plus belles, et puis les animaux qui viennent justement, avec le pâturage tournant des cochons principalement, fertiliser les terres et qui nous permettent d'avoir des rendements qui sont meilleurs. Voilà. Dans beaucoup de régions, pour faire de l'agriculture biologique, à un moment donné, il faut pouvoir fertiliser les cultures. Il faut pouvoir apporter de la matière organique, il faut pouvoir apporter des nutriments. Et donc, on a besoin finalement des nutriments issus des déjections animales pour fertiliser les cultures. Par définition, un animal doit manger, comme nous. Et donc, par définition, la question de la production de son aliment se pose. Historiquement, toutes les exploitations françaises produisaient l'alimentation animale, ou à une échelle territoriale, à une échelle locale, allaient acheter des végétaux à des voisins, à d'autres agriculteurs, pour nourrir leurs animaux. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la spécialisation de l'agriculture française régionale, c'est qu'on a de plus en plus d'aliments animaux qui est importé d'autres régions du monde. Et le cas connu, dont on parle beaucoup, c'est la question du soja qui vient d'Amérique du Sud, du Brésil, de l'Uruguay. Et aujourd'hui, on a 40% de l'alimentation animale qui vient de ces territoires-là, notamment sous la forme de tourteaux de soja, dans nos élevages français. Et donc, on a une perte d'autonomie de l'élevage, et quand on parlait tout à l'heure de l'impact de l'élevage sur le climat, il y a l'impact sur le territoire français, mais il y a l'impact indirect de l'élevage français via la mise en culture de soja au Brésil, via la déforestation et la mise en culture de parcelles de soja dans ces pays-là, pour alimenter des animaux chez nous. Il est 4h30, c'est l'heure pour les cochons de manger. Bon allez, on va aller mettre l'eau dans le son, c'est parti. On a un meunier bio qui travaille avec nous, qui nous amène les déchets de sa meunerie. Donc on a du très bon son de blé ancien qu'on met dans des seaux et puis on met de l'eau dedans pour que ce soit plus facile à ingérer et à digérer pour les cochons. Et en plus ça fait déjà de l'eau, donc mais on n'en met pas trop, ça fait une pâtée en fait. Hop, tu vois, c'est léger. On a tout chargé sur la brouette, puis on part aux cochons. Comment on les appelle? Allez les cochons! Allez porc! Allez porc! Ils arrivent. Oui, ils arrivent en courant. Ils ont faim. C'est des cochons noirs, donc du porc noir gascon. Ils font adultes là à l'abattage à peu près 200 kg. Ils sont assez courts sur pattes et ils ont des grandes oreilles noires qui leur retombent sur les yeux. Et nous, on n'a pas d'anneau du coup sur le nez des cochons, donc comme ça ils peuvent fouiller la terre et puis ils ont les queues. Enfin voilà, les cochons sont heureux et on n'a jamais eu de problème de cochons qui se blessent entre eux. Parce qu'en fait, ils ont assez d'espace et puis on les voit courir des fois, ils se tapent des sprints. C'est bon pour les jambons, ça fait des bons jambons après. Et puis, ouais, ils sont très résistants en fait au froid par leur gras, mais du coup, ça les dérange pas d'être dehors en hiver. Et puis l'été, ils sont adaptés avec leur peau noire en fait au soleil. Ils prennent pas de coups de soleil parce que le problème avec les cochons roses, c'est qu'ils prennent des coups de soleil. Donc vu que nous ils sont dehors tout le temps, c'est vrai qu'ils sont très adaptés en fait à notre climat et à notre environnement. Si on regarde la production porcine en France aujourd'hui, on n'a que 7% des élevages qui considèrent faire du porc qui est élevé en plein air. Donc la très grande majorité du porc produit en France est produit en bâtiment. Donc 7% des exploitations qui font du plein air, et ça représente que 1,6% du nombre de porcs produits en France. Donc c'est un modèle qui est
plus que marginal aujourd'hui, mais qui mériterait d'être développé. Mais ça veut dire élever moins de porcs, ça veut dire aussi plus de surface pour permettre à nos animaux de se déplacer, alors que dans un élevage industriel, les animaux sont en bâtiment et finalement l'emprise au sol est moindre. Et là, ils ont des prénoms, eux ? Alors oui, nos reproducteurs, donc c'est ceux qui font les bébés, hein. C'est donc le mâle qui s'appelle le Vera, qui est Napoléon, et puis c'est 8 truies. Euphrasie, Églantine, Cunégonde, Yoko, Bécassine, Marie-Louise. Voilà, et puis là, le Vera, Napoléon, il a déjà 5 ans, 6 ans même. Donc il faut qu'on pense à le changer, parce qu'on veut garder nos petites cochettes. Et du coup, il faudrait qu'on l'amène à l'abattoir. Et ça, on ne sait pas comment on va faire. Pas tellement parce qu'il est très gros, il fait déjà 400 kilos. Mais surtout parce que on a du mal à se séparer de cet animal. Ici, Charlotte et Marie-Pascale voient les animaux naître. Elles les élèvent, en prennent soin pendant plusieurs années, jusqu'au moment de l'abattoir. Je leur pose la question de la place de la mort dans le travail avec leurs animaux. Alors quand on est arrivé, ça a été très difficile parce que on n'était pas du milieu. Nous, on s'attache à nos animaux en tant qu'éleveurs, on les voit naître. Pour exemple, moi, je passe 4 heures par jour rien qu'à nourrir mes animaux. Donc 2 heures le matin, 2 heures le soir, sans compter les heures où avec maman on les soigne, on les regarde, on les chouchoute, on passe du temps. Les brebis, il faut les soigner parce qu'elles ont des oestres par exemple, donc on leur fait des soins dans le nez. Les cochons, il faut les castrer, il faut les regarder, il faut être là quand ils mettent bas, il faut quand on est pendant l'agnelage dont je parlais tout à l'heure, on passe 6 à 8 heures par jour à la bergerie avec nos brebis. Donc on est beaucoup avec eux. Et les premières fois qu'on a eu des camions qui sont venus chercher les agneaux pour les amener à l'abattoir, on les a chargés et on a pleuré. On a pleuré de les voir partir parce qu'on aime nos animaux. C'est une réalité, on passe beaucoup de temps avec eux et puis on les voit partir. Et c'est dur, c'était très dur, mais en fait on apprend. On apprend à vivre avec ce cycle de la vie, c'est-à-dire si on veut avoir des animaux qui entretiennent les terres, les paysages, on est obligé de les faire se reproduire parce qu'il faut bien qu'on ait un renouvellement. Mais voilà, après on sait qu'on récupère nos carcasses maintenant, qu'on fait tout le travail, qu'on essaye de valoriser tout ce qu'il y a sur ces cochons, tout ce qu'ils nous donnent en fait, tout ce qu'on leur prend. Il reste que les os à la fin. Et encore, on aimerait bien les transformer pour les broyer, les remettre sur les terres, essayer de tout utiliser en fait. Et de ne pas avoir de gâchis. Et c'est une forme de respect aussi en fait. Parce que moi, j'ai travaillé, j'ai fait mes formations là, de bouchère. Mais c'est une catastrophe ce qui est jeté dans les boucheries industrielles. Ils jettent tout. Ils jettent par exemple la tête de cochon. C'est plus à la mode de manger du pâté de tête. Ils jettent des têtes entières, ils jettent des parties. Il y a des gens, ils veulent que manger un morceau de viande et du coup, le reste est perdu. Et moi, je ne comprends pas comment on peut faire ça. Donc, si notre démarche, c'est de respecter nos animaux, le but, c'est de respecter la mort et tout ce qu'on prélève, en fait. Voilà, de valoriser tout ce qu'on peut valoriser. D'élever les animaux et de les tuer, est-ce que ça a changé votre rapport à la nourriture, à la consommation de viande ? Ah oui, bien sûr. Alors nous, on est éleveurs, on mange de la viande quasiment tous les jours parce que ça fait aussi partie de notre salaire en fait. Ouais, et puis on pense à nos animaux quand on mange cette viande. Le fait de bien la cuisiner, de l'apprécier aussi à sa juste valeur, de se dire je mange de la viande mais j'ai en pleine conscience. Aujourd'hui, on a des nouvelles considérations qui sont d'ordre social, environnemental, de bien-être animal, d'équilibre des territoires. Et ces questions-là font aujourd'hui qu'on doit réfléchir collectivement au modèle agricole qu'on l'on souhaite dans le futur. Et ça implique les agriculteurs qui produisent, mais ça implique peut-être encore plus, je pense, les consommateurs qui ont aussi leur mot à dire et qui ont aussi leur rôle à jouer, surtout dans les choix de production qu'on fait dans notre territoire par rapport aux choix de consommation qu'ils font aujourd'hui. Concrètement, si on regarde l'évolution de la consommation de viande en France, on observe une baisse depuis une vingtaine d'années de la quantité de viande, principalement un passage de la consommation de viande rouge au bénéfice de la consommation de viande dite blanche, viande de porc et de volaille. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on mange mieux de la viande aujourd'hui en France. Les Français
achètent moins de viande dite bouchère, donc directement chez le boucher ou au supermarché pour la cuisiner, mais consomment de plus en plus de viande transformée via de la restauration extérieure. Et donc, on n'est pas spécialement sur une baisse de la consommation de viande au bénéfice d'une production locale, durable, qui respecte son environnement. Et comme le disent bien Charlotte et sa maman, je trouve, finalement, être éleveuse, c'est aussi amener un animal à l'abattoir pour le transformer, mais c'est leur garantir finalement des conditions de vie qu'on juge décentes, hein. Et donc des animaux comme le font Charlotte et sa maman, qui sont plutôt en plein air, qui ont de l'espace, qui sont en sous-bois, qui mangent une diversité d'aliments, à contrario de systèmes dominants porcins où les animaux sont entassés dans des bâtiments. Et je trouvais intéressant ce que disait Charlotte aussi, par respect pour l'animal que j'ai élevé, je valorise au maximum l'ensemble de sa carcasse. Et c'est-à-dire que j'utilise tout ce qui est bon dans le cochon pour le commercialiser, le transformer et ne pas laisser finalement de déchets. C'est aussi des produits qui ont certainement un avenir auprès des consommateurs. 4 000 € pour voler. Ouais, 4 000 €. 4 000 €, et là, il n'y a pas le matériel. Ça, c'est que les bâtiments. Ouais, le tracteur, c'est 500. On a intérêt à en vendre, hein, de la viande, des cochons. En termes de rentabilité, de salaire, comment ça se passe ? Ça fait 1 an que moi j'ai un salaire de 1 000 € par mois, donc ce qui est quand même bien, vu qu'on a la chance de ne pas avoir de loyer à payer et on se rémunère avec notre viande aussi en partie. Et puis bon, on a un jardin, donc on fait nos légumes, on fait notre pain avec les céréales qu'on cultive sur nos terres. Voilà. Et puis maman n'est pas rémunérée du tout. Donc elle travaille à 100% sur la ferme depuis 2019 et elle n'a pas de salaire. Donc nous, on espère qu'elle puisse se tirer un revenu peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Ça va dépendre des investissements qu'on a à faire, mais c'est très compliqué d'avoir un revenu parce qu'on a les céréales qui ont énormément augmenté avec la crise en Ukraine. Donc depuis que je me suis installée, on a pris 35%. Ah oui. Sur le prix des céréales pour les cochons, parce qu'on est obligé de complémenter un peu nos cochons, on n'a pas encore assez de céréales, en plus de l'herbe, des pignons, des glands, parce que bon, les glands, il n'y en a pas toute l'année. C'est un peu une illusion de croire que les cochons noirs sont élevés au gland. C'est pas possible. Il y en a 2 mois dans l'année. Voilà. Ils sont élevés en partie au gland, mais évidemment, ça suffit pas. Et puis maintenant, voilà, on espère, en fait on a des stocks de pâtés, les pâtés sont plus à la mode, donc il faut réussir à écouler les pâtés, et ça demande beaucoup de temps, parce qu'en fait on fait tout. Donc on fait les cultures des terres, on fait l'élevage, la transformation, qui nous prend aujourd'hui pour 5 cochons, on met 5 jours. Donc les cochons noirs sont très gras. Maman est herboriste depuis quelques années maintenant. Elle a fait une formation sur 2 ans. Et elle fait maintenant des savons au saindoux. Oui, il faut être hyper actif quand on est paysan. C'est obligatoire. L'élevage a un avenir en France, ne serait-ce que par rapport au type de territoire dans lesquels on est. On a des territoires comme le Massif central, on a des territoires de montagne où on n'est pas en capacité de faire d'autres activités agricoles, voire humaines, dans ces territoires. Donc il y a un enjeu social qui se pose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent de ce métier-là et qui alimentent aussi tout un tissu socio-économique à partir de leur activité d'élevage. Parce que derrière l'élevage, on a aussi des filières qui se construisent, hein, des filières de transport, des filières de transformation, des filières de commercialisation, qui dépendent aussi de ces activités. Quand on parle des services que rend l'élevage au territoire, il y a des services qui sont rendus en termes de biodiversité, en termes d'ouverture des milieux, en termes de lutte contre les incendies. Quand on regarde aujourd'hui le coût d'un incendie dans les Landes ou dans le Minervois versus le coût de maintenir un élevage, ça pose aussi la question des choix qu'on peut faire en termes de politique publique, finalement, pour maintenir des activités dans des territoires. Aujourd'hui, sur des productions comme la vigne, par exemple, on a de plus en plus de viticulteurs qui souhaitent avoir des bergers qui viennent pâturer les interrants de vigne, donc qui viennent finalement manger les mauvaises herbes entre les parcelles de vigne, pour limiter l'usage de carburant, pour limiter l'usage de produits phytosanitaires, pour désherber les interrants de vigne. Du coup, nous, là, on réfléchit dans l'avenir à savoir si on va continuer les animaux comme on fait maintenant,
Est-ce qu'on va diminuer la production animale, essayer de faire une production végétale à côté pour en fait ne pas mettre tous les œufs dans le même panier aussi, essayer de diversifier sur des amandes, sur de l'olivier, sur des plantes qui vont aussi accepter les évolutions climatiques qu'on va avoir ces prochaines décennies. Parce que moi, je comptais faire ça toute ma vie. J'ai pas vraiment envie de changer de métier, en fait, parce que c'est magnifique comme métier. Mais il faut être prêt à accepter qu'il va falloir changer. En fait, c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est ce qui me plaît, justement, c'est la diversité des tâches qu'on a, c'est le fait qu'on est toujours challengé. On peut avoir semé un blé qui est magnifique, qui pousse très bien l'automne, et après avoir pas une goutte d'eau, mars, avril, mai, et pas de récolte. On peut avoir une bactérie qui arrive dans le troupeau de cochons et perdre tous nos cochons. Et c'est les cochons qui nous font vivre aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que les brebis, c'est bien beau, mais malheureusement, c'est à l'équilibre, mais ça ne nous rapporte rien. Mais on les garde, en fait, pour entretenir les terres, pour brouter les herbes dans les prairies qu'on a, ce genre de choses. Mais économiquement, heureusement qu'on a les aides européennes, parce que sinon, ce serait pas rentable. On a toujours une insécurité permanente, et c'est ce qui fait que c'est aussi intéressant, parce que l'être humain, il pense toujours pouvoir tout maîtriser, il pense toujours qu'il peut avoir le pouvoir sur les choses, mais il n'est pas à l'origine de la vie. On a oublié ça, on pense qu'on peut tout faire, tout décider, mais en fait on dépend complètement de la nature et pas l'inverse. Une autre agriculture, un podcast Château Cheval Blanc. Écriture et tournage Alice Roy. Réalisation Clément Nouguier. Musique originale Samuel Hirsch. Mixage Loïc Frapsos. Direction artistique Camille Juzo. Direction de production Chloé Tavissian. Le mois prochain, c'est du côté du Tarn que je poserai mes micros. À la rencontre de Solène Chartier, maraîchère à la ferme des Essarts. Ici, on pratique le maraîchage en méthode bio-intensive. Il y en a qui appellent ça la méthode Fortier, mais ça, c'est que les Français. Partout dans le monde, on dit méthode bio-intensive. Et de Jean-Martin Fortier, jardinier, maraîcher, enseignant et écrivain québécois. Ouais, on l'appelle bio-intensif parce que ça vient de l'anglais, le biologically intensive. Pour parler de maraîchage bio-intensif, qui consiste à produire beaucoup sur de petites surfaces sans épuiser les sols.